Bon, je viens de finir la première saison de Wakfu. J'avais des attentes très basses malgré les avis et recommandations, et comment vous dire que je suis impressionné par cet animé français. Et il y a un personnage qui symbolise vraiment pour moi ce que j'ai apprécié. Un antagoniste qui, malgré son apparition dans la moitié des épisodes de la série, a su rester mystérieux et bénéficier d'un traitement tout simplement parfait. Revenons ensemble sur cette première saison de Wakfu et sur Nox, l'horloger. Bon, faut déjà que je vous remette dans mon contexte de visionnage. Je suis plutôt familier avec l'univers d'Ankama. J'ai joué plus jeune à Dofus et aussi j'ai regardé Au Trésor de Kérubim. Du coup, je kiffais bien l'ambiance mais sans vraiment m'intéresser de près à la série phare Wakfu. Car quand j'étais petit, j'avais jamais pu regarder dans l'ordre. Et grâce à la vidéo d'Yorin, je me suis motivé à visionner enfin cette œuvre que j'avais ratée. Et comme je vous l'ai dit en introduction, ça a été un grand plaisir. Dès le premier épisode, je suis vraiment rentré dedans, grâce à l'intérêt que j'ai porté pour son antagoniste, qui est présenté directement dans l'intro, dans une scène où on va avoir droit à une première démonstration de ses capacités temporelles. En effet, on comprend que Nox, c'est un personnage lié au temps, du coup par ses pouvoirs, mais aussi ses mouvements, son chara-design, son sound design. Et là, il y a un vrai travail d'Ankama sur ça. Petit exemple avec le mouvement de son pied, ou encore sur son arme qui est littéralement une aiguille, et ça c'est une super idée. On a même le droit à un arrêt du temps, mais bon, ce qui est intéressant, c'est aussi la raison de sa présence dans cette intro. On comprend qu'il est à la recherche de Wakfu, et donc porte de l'intérieur à Grugaloragran pour sa puissance. Et ça va être super important plus tard, mais je reviens juste après. Nox, c'est un personnage qui est sans aucun doute l'un des plus appréciés de la fanbase. Par son design, comme on l'a vu, qui est vraiment quali, ainsi qu'un très bon doubleur français, qui a su l'iconiser, mais c'est surtout au niveau de son écriture qu'on frôle la perfection selon moi. Mais pour que je vous explique pourquoi Nox il est si bien traité, il faut parler de Wakfu dans sa globalité. La première saison, elle est composée de 26 épisodes regroupant plus d'une dizaine d'aventures. Chacune d'entre elles permet de développer à la fois les relations entre nos protagonistes, ainsi que l'univers dans lequel ils évoluent. Et c'est ce qui fait une grande partie du charme de l'anime sans aucun doute. Donc on assiste à une véritable épopée dans laquelle nos protagonistes vont devoir dépasser leurs limites pour atteindre leur objectif. Tout ça c'est super bien déjà, mais du coup qu'est-ce qui fait Nox dans tout ça? Justement, il est celui qui va dicter d'une certaine façon le rythme de cette histoire, en intervenant à la fois littéralement, mais surtout par les thèmes qu'aborde l'anime. Car le temps va être au centre de Wakfu. En effet, dans cette première saison, la grande majorité des intrigues, elles sont liées à ces thématiques. Quelques exemples, comme l'épisode avec le concours de boulanger qui va parler du passage de flambeau, le triple épisode sur le bouffe-ball avec tout ce qui va être lié à Ruel et son ancien groupe. Et même certains personnages du groupe vont être intrinsèquement liés à ces thématiques, que ce soit Tristepin, qui souhaite absolument rester dans l'histoire, et d'une certaine façon vaincre le temps, ou encore d'une façon plus terre-à-terre avec Amalia, qui a grandi et dont le grand frère la prend toujours pour une gamine, et dont la relation qui va en découler va être super intéressante. Tous ces éléments, ça va permettre de développer des thèmes très importants, comme l'importance de faire confiance aux plus jeunes par exemple. Mais bon, cette thématique, elle est bien sûr matérialisée par le personnage de Nox, comme on a pu commencer à le voir plus tôt. Lors de ses apparitions, Nox va nous révéler plein de petites informations, par ses dialogues, ou simplement ses créations sur son passé et son objectif. Ayant perdu sa famille, à laquelle il se raccroche, il cherche à remonter le temps pour les rejoindre. Obsédé par cette quête, il va être mis en opposition avec un personnage qui représente les valeurs contraires, Grugaloragran. Justement, revenons ensemble sur la scène d'introduction. On a un personnage dont la première vision de lui est tout simplement son œil, comme un observateur attentif à la moindre opportunité. Puis son apparition est super bien mise en scène. On a un super mouvement de caméra, etc. Mais à votre avis, pourquoi Ankama a fait le choix de faire apparaître Nox derrière Grugaloragran? Car ce genre de rencontre, en embuscade, la grande majorité du temps, on met le personnage face à l'autre pour créer directement un sentiment de duel, d'opposition. Là, ils ont fait ça pour deux raisons. La plus évidente, c'est directement montrer les capacités de Nox. Mais la seconde, elle est plus discrète mais super ingénieuse. Leur rencontre, elle se fait sur un pont. Et Grugaloragran, il transporte la nouvelle génération, Yugo. Dans cette scène, on a deux personnages opposés par ce qu'ils représentent. L'un, Grugaloragran, transporte une promesse d'avenir. L'autre, Nox, cherche au contraire à retourner dans le passé. Alors comment on montre ça subtilement? On fait apparaître notre protagoniste derrière lui, comme s'il était loin et perdu, puis on brise le pont qui les relie en le laissant derrière, et en le rendant encore plus seul avec un monologue et un gros plan. Quoi de mieux qu'un pont qui se brise pour symboliser l'écart de mentalité entre Grugaloragran et Nox? L'un avance pendant que l'autre recule. Bref, plus tard, ils vont avoir droit à une seconde rencontre, dans laquelle cette fois-ci, on va avoir une représentation littérale de ce que je viens de vous expliquer. Dans ce deuxième combat, c'est Grugaloragran qui va être défait par Nox. Le temps ayant fait son travail, il n'est plus aussi fort qu'avant. Au contraire de son opposant qui le dérègle. On va avoir droit à un dialogue qui remet en perspective donc la pensée de Nox. Lui souhaite manipuler le temps pour l'arranger pour son propre bien, sans se rendre compte des conséquences et atrocités de ses actes. Pour lui, seul le résultat compte. Les méthodes importent peu car tous ses actes, les plus terribles qu'ils soient, seront effacés lors du retour dans le temps. Et il y a cette phrase: Et si j'échoue, alors peu m'importe que le
le monde survive. Ça peut paraître bête, mais c'est grave bien amené, car Nox ne fait que se raccrocher à ça. Il n'a pas conscience du reste, il est obsédé par cette illusion de bonheur. Mais même en remportant le combat, il est en quelque sorte défait par le temps, car comme le titre de l'épisode le laisse penser, Grogg-Alloragran l'Éternel, malgré sa mort, il reste encore là, dans le cœur de ceux qui l'a poussé à avancer. Et c'est là que Nox y va échouer. Bien sûr, on a le trope du maître qui meurt, entre grosses guillemets, qui est utilisé, mais avec un très bon combat par la mise en scène et l'animation. Mais surtout parce qu'il raconte deux opposés, l'un cherchant à léguer, pendant que l'autre préfère ressasser le passé, alors que l'un fait vieux et l'autre jeune. Bref, il y a un personnage très important lié à Nox qui est réussi à développer alors que je m'y attendais pas du tout. C'est Igol, l'animal de compagnie. Dans les derniers épisodes, il représente une menace pour nos héros, avant d'être récupéré par les gardiens du Dofus. Lorsque sa route croise celle d'une petite fille, il va changer du tout au tout, et on va d'un coup commencer à compatir pour cette créature qui semblait vraiment jusqu'à présent seulement mauvaise. Alors qu'il a gobé Adamai, le compagnon d'Hugo, il est rattrapé par la fille qui s'était occupée de lui. Et là, juste avec une petite musique, même pas quelques secondes de flashback, on comprend tout ce qu'il faut. C'est pas non plus subtil, mais ça marche. On a un parallèle avec ce qui semble être la fille de Nox, et cette jeune fille, à qui s'est attaché Igol. Il est super bien amené, et permet à la fois de le développer, mais aussi de tisser le mystère autour de son maître. On avait déjà eu le combat avec Grogg-Alloragran, dans lequel on comprenait qu'il n'était pas vraiment mauvais, avec la vue du dragon qui permettait de voir l'âme, et maintenant on a cette scène qui dure pas longtemps, et c'est vraiment de la bonne mise en scène, car on n'est pas obligé d'avoir un dialogue pour comprendre tout ça en gros. On comprend donc ce qu'il a perdu, et aussi ce qu'il souhaite retrouver. Plus tard, ça sera encore plus mis en avant lorsque Nox va vouloir envahir le peuple Sadida, pour récupérer le Wakfu de l'arbre de vie. On va avoir droit à une scène montrant en même temps son désespoir, mais aussi sa folie. Le combat final, il va donc l'opposer à Adamai et Hugo, qui sont la représentation de la nouvelle génération, descendants de Grogg-Alloragran, et donc de son échec. Pendant ce combat, on va avoir droit à une mise en scène très quali, surtout cette scène qui utilise l'aiguille. Alors, qui en premier? Le petit dragon? C'est une idée de fou et un délice de flow. Mais surtout, ça va se conclure d'une manière quasi inattendue pour un animé, qui semble être destiné en première intention à un jeune public. Car l'antagoniste, il va gagner. Et ça, c'est une singerie. Hugo, il va être dans l'incapacité de l'arrêter, et le plan de Nox, il va juste se collapser de lui-même. Et ils ont pas fait ça par hasard, car si c'était Hugo qui l'arrêtait, on n'aurait pas du tout le même message. Nox, il s'est brisé tout seul, en s'éloignant de sa famille et en se raccrochant à son passé. Si Hugo le battait, c'était gâché complètement ce personnage. On aurait comme une impression d'inachevé, et il serait resté dans cette mentalité. Mais en ratant de lui-même, avec ce retour dans le temps de seulement 20 minutes, on a un droit à véritable éveil de conscience de Nox, réalisant complètement l'étendue de la vanité de ses actes. Nox, il semble donc très humain, et c'est en partie par le fait qu'un des créateurs d'Ankama, Thoth, je sais pas si ça se prononce comme ça, s'est représenté dans ce personnage. Lui qui avait délaissé sa famille pour se concentrer corps et âme dans le studio. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant il va falloir que je vous parle de l'OAV sur le flashback de Nox, ou le hors-série si vous préférez. Dans celui-ci, il explicitait toute son histoire. La rencontre avec les Yakub, son travail, qui l'éloigne de sa famille, et sa lente descente dans la folie. Et c'est là que j'ai un petit problème. Je suis un peu en contradiction avec moi-même pour cet épisode. Ce que j'ai apprécié énormément avec Nox, c'est le mystère qui l'entourait, de ne pas expliciter son passé, mais plutôt de nous le laisser deviner, avec peu d'infos, mais très bien amené. Du coup, cette hors-série, il enlève complètement cet aspect de la construction du personnage. Mais en même temps, ça permet de nous choquer encore plus. Avec surtout ce style d'animation qui dénote complètement de ce dont on a l'habitude. Au départ, je croyais vraiment m'être trompé d'animé. C'est très fluide, presque organique, et ça la rend encore plus dérangeante dans le bon sens du terme, et renforce encore plus l'évolution de Nox. Donc, on a toutes les réponses sur son passé, sa transformation, etc. C'est sublimé par la réal et l'animation, mais est-ce qu'on perd pas une grande partie de ce qui nous l'a fait apprécier dans l'animé? Je vous laisse faire votre propre avis. Bref, revenons à la scène de fin de Nox qui est sûrement ma préférée du personnage, malgré sa grande simplicité. Car c'est juste un homme profondément seul, au milieu de débris, et c'est ce qu'il a toujours été depuis la perte de sa famille. Nox est perdu, il ne sait plus vraiment où aller, et c'est comme ça qu'il va disparaître. On n'aura pas droit à sa mort, ni son arrestation, juste une disparition. Il souhaitait seulement se raccrocher à un dernier espoir, sans souhaiter avancer, et c'est ce qui l'a poussé à aller trop loin. Tellement loin qu'il ne pouvait plus retourner en arrière. Assez cocasse pour celui qui voulait seulement rentrer chez lui.